Bonsoir tout le monde, c'est mardi, c'est la dernière émission de Soyons Zen de 2018 et ce soir j'ai vraiment un réel plaisir à l'accueillir parce que c'est une belle personne que j'ai rencontrée il y a... On ne compte plus. On ne compte plus. D'accord, ok, on va passer le moment. Mais c'est Bérangère Lhomme. Bonsoir Bérangère. Bonsoir Christiane. Alors Bérangère, tu vas nous parler aujourd'hui d'hypnose conversationnelle. Attends, parce que je ne te vois pas bien, il y a un pied de micro, enfin il y a un truc là. Oh là, voilà, on va faire comme ça. De l'hypnose conversationnelle. Alors ça c'est tout un programme, hein, parce qu'on connaît l'hypnose, mais beaucoup de personnes ne savent pas qu'il y a différentes formes d'hypnose. Avant d'en arriver au sujet en tant que tel, on va faire un petit parcours sur ta vie, si tu es d'accord. Oui. Parce que voilà, ça commence par là aussi, et puis ça donne des idées aux gens de se dire, tiens, je commence ma vie en faisant quelque chose, et puis, je change d'orientation. Donc, moi, quand je t'ai connue, en tout cas, tu étais journaliste. Oui, tout à fait. Donc, c'est il y a X années, on va pas le redire. Ça fait mal, ça fait mal aux cheveux. Ça fait mal aux cheveux, qui sont gris chez moi. Donc. Chez moi aussi, mais il y a de la teinture dessus. Donc, en fait, oui, j'ai fait des études en communication et j'ai travaillé au journal La Wallonie. C'était mon premier emploi, où tu étais aussi, donc à la radio. C'était la radio à l'époque, oui. Et donc, j'ai été journaliste à La Wallonie pendant un bon bout de temps. Puis, je suis partie un peu à l'étranger. Puis, je suis revenue à La Wallonie. Et puis, j'ai fait le passage Wallonie le matin. Donc, j'ai travaillé au journal le matin pendant les 2 ans et demi où il a duré. J'étais plus là, moi. Je sais, tu étais plus là. C'était une très belle expérience. Oui. Enfin, moi, je l'ai vraiment vécu comme une très belle expérience. C'était la création d'un nouveau quotidien. C'est plein de choses très, très chouettes, très motivantes. Donc, ça a été très dur quand ça s'est arrêté, vraiment. Oui. Surtout qu'en fait, tu connaissais aussi tous les journalistes qui étaient là depuis quelques années. Je connaissais C'était une grande équipe quand même. Oui, il y en a d'autres qui se sont venus, puisqu'il y avait Le Peuple et les journalistes de Charleroi qui sont arrivés aussi, et certains journalistes de Bruxelles aussi. Donc, il y avait des nouveaux, mais il y avait le noyau, en tout cas à Liège, il y avait le noyau de la Wallonie qui était toujours là. Et puis donc quand ça s'est arrêté, je me suis dit, bon, on était 50 journalistes sur le pavé, donc je me suis dit, c'est peut-être l'occasion d'aller voir un peu autre chose, en tout cas d'aller voir de l'autre côté du journalisme, l'autre partie du métier. Et donc j'ai été attachée de presse pendant 2 ans pour une ASBL qui s'occupe d'accessibilité pour les personnes handicapées. D'accord. C'était une belle expérience aussi. Peut-être que c'est déjà là que j'ai commencé à développer autre chose qui est l'écoute, l'attention aux autres, etc. Et puis j'ai travaillé pendant 10 ans dans une mutualité au service communication où en fait je ne me suis pas des masses amusée. Il faut me dire que ça change, évidemment. Passer de journaliste assez libre, parce qu'on l'était vraiment au matin, à journaliste d'entreprise, c'est tout un programme. Donc, tu as justement un programme à respecter. Exactement, un programme à respecter. Donc, c'était pas trop mon truc. Et alors, il s'est passé quelque chose d'assez spécial, c'est que je passais beaucoup plus de temps à écouter mes collègues qui venaient me parler dans mon bureau de leurs problèmes divers et variés, au point que mon chef me disait régulièrement, t'es encore en consultation. Et donc, je me suis dit, peut-être que je devrais explorer quelque chose. J'avais envie de changer, j'avais envie vraiment d'avoir un autre boulot, de changer d'orientation. Et donc, dans le cadre de mon boulot à la mutualité, j'ai été interviewée Gérald Brassine, qui est un hypnothérapeute qui a fondé l'Institut Milton Erickson de Belgique, du côté de la Hulpe. J'ai vraiment été fascinée par ce qu'il me racontait, mais ça m'a encore pris 1 an avant de me dire, tiens, est-ce que je ferais bien ça ? Et c'est une autre de nos amies communes, Pascal Hensgens. qui est allé voir Gérald Brassine pour d'autres choses et qui est revenu avec un dépliant et qui m'a dit, il fait des formations, mais c'est pas pour moi, c'est pour toi. Et je me suis dit, tiens, oui, ok. Et donc j'ai lu son petit dépliant sur les formations, ça m'a mis dans un état d'excitation totale. Donc j'ai repris contact avec lui. Comme un acarien dans la moquette. Exactement, oui. Donc j'ai repris contact avec lui. Et moi, j'y croyais pas vraiment, puisque j'étais pas psy ni rien, j'avais pas de formation dans ce domaine-là. Mais il m'a dit, oui, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir. À une condition, c'est de pratiquer. Moi, je ne forme pas des gens qui restent chez eux et qui n'utilisent pas la méthode, donc je veux que vous pratiquiez. Donc, j'ai fait cette formation, qui est une formation donc en hypnose conversationnelle stratégique, qu'il a lui appelé, c'est lui qui l'a créée, mais au départ
des méthodes d'hypnose de Milton Erickson, qui est donc celui vers qui tous les hypnothérapeutes se réfèrent. Donc c'est un psychiatre américain qui, dans les années 50, a réalisé que l'état hypnotique pouvait être utilisé en thérapie. Mais lui, il l'a vraiment adapté au gros traumatisme. Donc ça s'appelle aussi la psychothérapie du traumatisme réassociatif. C'est assez barbare comme nom, mais voilà. Et donc, j'ai suivi cette formation sur une année à peu près. Mais moi, je ne me sentais pas tout à fait capable, après 1 an, de pratiquer déjà. Donc, en fait, Gérard m'a vraiment pris sous son aile pendant 2 ans, où moi, j'ai pu assister à des thérapies qu'il faisait lui-même, où il m'a vraiment plus formée en individuel. Parce qu'on a fait un échange de savoir, et je trouve ça très, très chouette. Donc, il avait écrit un bouquin, qui est sorti d'ailleurs, un roman, mais bon, l'écriture, c'était pas trop son truc. Donc moi, j'ai réécrit en échange d'une formation. Ah bah écoute, mais c'est ça normalement la vraie vie. Hein. Oui, c'est très chouette, c'était très chouette. Donc voilà. Et puis après, je me suis lancée comme indépendante complémentaire en me disant, ça va aller, je vais mieux supporter mon travail à mutualité. Mais c'est pas du tout ça qui s'est passé. C'est-à-dire qu'à force de travailler, d'être dans le social et dans l'humain, tout ce qui était superficiel et communication m'a vraiment pompé l'air. Mais en tout cas, une chose quand même qu'il faut voir, Bérangère, c'est que c'est quand même grâce à ce travail que tu as pu rencontrer ce monsieur. Tout à fait. Donc voilà, tu as peut-être pris 10 ans pour le rencontrer, mais c'est que tu n'étais peut-être pas prête non plus à la base. Tout à fait, je pense que j'aurais pas fait ça il y a 10 ans d'ici. Donc c'est comme quoi, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas vraiment spécialement de hasard. Voilà, quand le moment est là, quand on doit faire quelque chose, on doit le faire. C'est tout à fait ça. Et donc, pendant 2 ans, donc, tu l'as suivi, donc vous avez fait ce petit échange de procédés. Oui. Il est sorti le bouquin, donc tu as dit Oui, il est sorti, ça s'appelle la vengeance du jaguar. Ah d'accord, rien à voir avec ce qui est... Ah si, on parle beaucoup de thérapie dans cette histoire-là, donc il parle beaucoup de la thérapie qu'il a mise au point, donc de la PTR. Et non, c'est un chouette bouquin à lire et qu'on peut trouver sur Internet. Enfin, je veux dire... Le beau cadeau de Noël, par exemple. Ouais, c'est un peu dur, puisque ça parle de gros traumas et de réseaux pédophiles, donc je veux dire, c'est un peu... Oui, bon, peut-être pas pour Noël. Pas pour Noël, peut-être pas, mais quoique. Oui, on verra. On va regarder le résumé, nous, et puis on avisera, hein, d'accord ? Okay. Donc voilà, à partir de ce moment-là, donc après ces 2 années, tu t'es dit, ok, indépendante complémentaire, bon, mon boulot ne me plaît toujours pas, donc je lâche tout et hop, je me lance. Oui. Alors, cette hypnose, qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Alors, y a en général 2 types d'hypnose, excepté l'hypnose de foire dont nous ne parlerons pas aujourd'hui parce qu'elle ne sert à rien. Ça n'a rien à voir, ça fait peur aux gens. Il y a 2 types d'hypnose qui se disent ericksoniennes en général. C'est une hypnose dans laquelle soit le thérapeute met le patient en état d'hypnose et puis lui, il fait des métaphores en lien avec le problème pour parler à l'inconscient du patient, mais le patient ne parle pas. Donc, il entend les métaphores et il ne dit rien. L'hypnose conversationnelle, c'est le même principe, sauf qu'on fait des métaphores à 2. Donc moi, je suis tout le temps en lien avec le patient, avec la personne, et dans la discussion, une fois que la personne est en hypnose, on commence à faire des métaphores, mais à 2. Donc c'est beaucoup plus actif pour le patient, donc il n'est pas du tout passif, il intervient, il interagit, il donne son opinion, voilà. Mais il est en hypnose. Donc on peut très bien aller en hypnose en parlant, en fait. C'est quelque chose qu'on ne conçoit pas toujours quand on a l'habitude d'une thérapie d'hypnose classique, traditionnelle, mais on peut très bien être en hypnose en parlant, on peut très bien être en hypnose en se promenant, on peut être en hypnose en faisant plein de choses. Oui, c'est vrai, ça n'a l'air de rien, mais effectivement, et ça permet justement de mieux gérer parfois certaines situations. Hein. Tout à fait. Alors, ces méthodes pour mettre en hypnose, parce que bon, voilà, ce n'est pas comme quand on voit dans les films 1, 2, 3, pouf, tu es en hypnose. Hein. Non, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. En vulgarisant un petit peu finalement les choses, parce que voilà, on va pas prendre un cours. J'ai été journaliste avant, donc donc tu m'étonnes, puis tu as fait de la radio aussi à l'époque, donc il n'y a pas de souci. C'était juste une émission cinéma, mais voilà. Oui. On peut tourner cette émission comme si c'était non pas un grand drame, mais une belle aventure. Oui. Par exemple. Voilà, donc quelles sont un petit peu les bases ? Et puis après, on demandera à nos invités, parce que nous avons un petit public avec nous, si elles ont des questions à poser par rapport déjà à ce premier jet d'informations. Je ne sais pas si je commence par expliquer d'abord ce que c'est l'hypnose ou comment je pratique, mais je vais peut-être d'abord commencer par expliquer ce qu'est l'hypnose, parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui n'ont pas encore une vision très correcte, on va dire, juste de l'hypnose. Donc l'hypnose, c'est un état modifié de conscience qui ressemble à être
être dans la lune. En fait, c'est rien de plus fantastique que ça. Donc, c'est une petite déconnexion du mental, mais c'est léger. Donc, être dans la lune, tout le monde voit très bien ce que c'est. On peut tout d'un coup avoir le regard qui part et on ne sait pas très bien où on est. On peut très bien faire tout un trajet en voiture sans se souvenir de par où on est passé. Donc, c'est cet état-là. Les musiciens connaissent ça très bien aussi. Les artistes divers et variés, je veux dire, quand on fait une peinture, quand on sculpte, quand on fait plein d'autres choses, on est dans cet état un peu méditatif comme ça. Et quand on est dans cet état-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a accès à l'inconscient. Et l'inconscient, c'est la partie de soi dans laquelle va s'enregistrer une série de choses en fonction de ce qu'on a vécu, et souvent, ça reste coincé là. Parfois, ça ressort pendant les rêves. Donc, pendant les rêves, on fait parfois des rêves bizarres. On se dit, tiens, qu'est-ce que ça veut dire ? Et il y a l'inconscient qui travaille, qui élimine des choses de lui-même. Mais souvent, ça reste vraiment coincé au niveau de l'inconscient. Et ça, quand on a vécu quelque chose de difficile, que ça reste coincé là, on le trimballe toute sa vie. C'est-à-dire que si on va chez un psy, et j'ai vraiment rien contre, au contraire, et je travaille en collaboration avec des psys, on fait des liens conscients, on va se dire, oui, si je suis comme ça, c'est à cause de ça, à cause de ça. Parfois, ça suffit, et parfois, ça suffit pas, puisque c'est dans l'inconscient que c'est coincé. Donc, l'état hypnotique, c'est comme si on prenait le bon ascenseur pour aller au bon étage, pour aller atteindre cet inconscient. Et alors, le travail que je vais faire après, c'est modifier, transformer ce qui a été enregistré dans l'inconscient et y mettre autre chose à la place. C'est un peu bizarre. Hein. Ah non, c'est fascinant, je dirais, justement. Parce que forcément, c'est pas quelque chose... Bon, les gens ne peuvent pas se dire, je vais me mettre en état d'hypnose, je vais partir comme ça dans la lune et changer moi-même. C'est absolument impossible. Enfin, l'auto-hypnose, oui, mais peut-être pas pour des gros traumatismes. Exactement. C'est-à-dire qu'on peut faire de l'auto-hypnose pour plein de choses, mais pour les gros traumas, il vaut mieux pas le faire soi-même, parce que parfois, on peut tomber dans des trous, dans des choses vraiment très, très pénibles, et donc l'accompagnement est nécessaire pour un gros traumatisme. Alors peut-être signaler aussi une chose, parce que moi c'était un truc, je parle pour moi, qui m'effrayait un petit peu à la base, c'est que voilà, quand on a essayé de me mettre en hypnose la première fois, j'avais peur parce que je ne savais pas où j'allais aller. Et on dit toujours, il faut revenir. Et je me disais, mais je ne sais pas où je vais, mais est-ce que je vais revenir aussi ? Et ça, je crois que tu peux rassurer aussi. Oui, tout à fait. Donc en fait, moi, la manière dont je pratique, puisque c'est une hypnose conversationnelle et que c'est une hypnose dans laquelle le patient est très actif, je lui demande où il veut aller en hypnose. C'est pas moi qui lui impose quelque chose. En général, c'est ce qu'on appelle le bon moment, le moment sécure. Donc, ça peut être... les femmes aiment beaucoup la plage, le soleil, donc voilà, ça peut être ça. Mais ça peut être se promener dans les bois, être avec son chien, son chat. C'est très... Les animaux, c'est très... ça permet facilement d'aller en hypnose. Oui, aussi. Ça peut être sous la douche, dans le bain, dans son lit. Les personnes très déprimées me disent, mais j'ai pas de bon moment. Mais en général, dans le lit, c'est un endroit où elles se sentent quand même sécures. Et donc, simplement, je vais proposer à la personne d'imaginer qu'elle est dans l'endroit qu'elle a choisi. Soit elle ferme les yeux, soit elle ne les ferme pas. C'est pas nécessaire. Moi, quand je vais en hypnose, je ne ferme pas les yeux, par exemple. Donc, voilà. Peut-être un besoin de contrôle, même si je sais... oui. Et donc, je vais éveiller les 5 sens et simplement, imaginons que c'est la plage, demander à la personne, qu'est-ce que vous entendez ? Est-ce que vous entendez le bruit des vagues ? Est-ce qu'il y a des mouettes ? Est-ce que le ciel est bleu ? Est-ce que vous sentez la chaleur du soleil ? Quelles sont les odeurs que vous avez ? Donc, on va vraiment parcourir les 5 sens pour que la personne, petit à petit, se sente un peu comme à la plage, tout en sachant toujours très bien qu'elle est en face de moi. Et puis après, comme je travaille sur des gros traumas et qu'il faut absolument protéger la personne parce qu'il n'est pas question qu'elle fasse de la reviviscence et qu'elle retombe dans leur trauma, je propose un entraînement à différents phénomènes hypnotiques. Donc ces phénomènes hypnotiques, c'est des protections de l'inconscient. Il faut savoir que l'inconscient nous protège dans la vie. Quand il nous arrive un gros truc, il nous protège de différentes manières. Par exemple, j'ai souvent des personnes qui ont été violées ou abusées dans l'enfance. Ces personnes violées peuvent, par exemple, au moment du viol, avoir la sensation de sortir de leur corps et voir les choses d'en haut, ou être complètement tétanisées, paralysées physiquement. C'est des protections. L'inconscient, il se dit, c'est tellement épouvantable à supporter que je sors de là. Mais c'est compliqué à gérer après. C'est compliqué à dire aussi. Moi, je le sais, donc je leur dis parfois, je dis, est-ce que vous avez eu cette sensation de sortir de votre corps ? Oui. Et alors, ça augmente la culpabilité aussi, parce que si on est sorti de son corps, on n'a pas réagi, on ne s'est pas battu, et voilà. Alors que, en général, il n'y avait pas grand-chose à faire. Donc, je vais entraîner les personnes à récupérer ces protections, ces phénomènes hypnotiques qui sont des protections. Et donc, je vais les entraîner à s'envoler, par exemple. Elles sont sur la plage, mais je vais leur proposer de voler au-dessus de la plage et de voir si ça leur convient, quelles sont les sensations qu'elles ont. À commencer à avoir des sensations d'anesthésie physique, donc peut-être on peut commencer à anesthésier une main, un pied, enfin voilà, ou à faire aussi ce qu'on appelle une anesthésie émotionnelle, c'est-à-dire se couper de ses émotions, ce que certaines personnes font aussi. Quand on a vécu quelque chose de très difficile, après ça, parfois, on n'a plus aucune émotion.
parce qu'on se protège du drame, des choses lourdes, mais du coup, on ne ressent plus non plus le bonheur. Oui. Donc, c'est vraiment des gens qui sont anesthésiés. Donc, je propose, dans le bon moment de s'entraîner à tout ça, pour moi, réaliser où sont les compétences de la personne et comment on va pouvoir aller revisiter des scènes traumatiques sans tomber dedans. Ça veut dire que les personnes, si elles viennent, elles ne savent pas spécialement ce qu'elles ont vécu comme trauma, alors? Parfois, elles le savent, parfois, elles ne le savent pas. Parfois, elles viennent pour tout à fait autre chose. Donc, parfois, elles viennent pour une douleur persistante aux intestins, par exemple, un problème intestinal. Le psychosomatique, c'est aussi une protection de l'inconscient. C'est-à-dire que... Tu veux dire qu'en dessous de ça, il y a quelque chose qui s'est passé souvent? Oui. Pas toujours, hein, non, mais je veux dire que je vais chaque fois vérifier. C'est-à-dire que parfois, l'inconscient décide aussi qu'il vaut mieux souffrir physiquement que de souffrir émotionnellement. Donc, on a des douleurs physiques. En hypnose, quand ces douleurs peuvent être modulables, c'est-à-dire quelqu'un, par exemple, qui a mal dans le bas du dos, je vais lui demander c'est à combien sur une échelle de 0 à 10 hors hypnose, et la personne va me dire c'est à 8 sur 10. Okay. Une fois en hypnose, je vais aller voir si déjà rien que le bon moment et la détente fait que la douleur diminue. Il y a déjà beaucoup de chances pour qu'elle soit psychosomatique et qu'on puisse... psychosomatique ne veut pas dire que ça n'existe pas, parce que les gens bien sûr, quand je leur dis ça, ils s'énervent, ils me disent j'ai vraiment mal, ça existe, mais si on peut moduler cette douleur-là, alors probablement qu'il y a quelque chose derrière. Maintenant, quand on la diminue, la douleur, il y a les émotions qui viennent, puisque le but de cette douleur, c'est de couper les émotions. Donc voilà, c'est tout un travail à faire. Mais bon, généralement, la personne qui vient, soit elle sait qu'elle a eu un trauma, puisqu'elle sait que c'est mon domaine. Donc voilà, j'ai quand même pas mal de personnes qui savent ce qu'elles ont vécu. Tout à fait. Il y a aussi des personnes qui ne sont pas bien et qui ne savent pas pourquoi, mais qui ont amnésié. Parce que l'amnésie, c'est aussi une protection. Donc on a complètement oublié. En fait, l'inconscient protège. On n'a pas oublié, mais l'inconscient, il a mis un couvercle dessus, donc on ne se souvient pas. Et donc c'est vrai que parfois en hypnose, il y a des levées d'amnésie sur lesquelles on doit travailler aussi, bien sûr. Pourquoi ça veut dire que quand on anesthésie, on amnésie quelque chose qui s'est passé, c'est pour continuer à vivre, hein, pour pouvoir vivre après? Oui. Parce que sinon, c'est vrai que ce serait un petit peu plongé dans la folie, une sorte de folie, si on n'avait pas réussi à colmater, enfin du moins à penser colmater ce traumatisme. Je pense que oui, c'est vraiment une protection, mais c'est une protection à double tranchant, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a amnésié qu'on va bien. Non, parce que ça dirige toute ta vie d'une autre manière. Donc il y a plein de symptômes différents qui arrivent. On peut avoir des cauchemars récurrents, on ne sait pas très bien pourquoi. On peut avoir des maladies psychosomatiques, on peut être dépressif. Donc il y a plein de choses qui sointent en fait. Derrière la protection vient vraiment se mettre sur le problème, mais c'est comme une rustine. Ça tient, c'est pas top. Des fuites. Il y a des fuites. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller transformer les images traumatiques. Le problème, ce n'est pas le trauma en lui-même. C'est un peu facile de dire ça, mais je veux dire, si une personne a été violée, le viol, c'est traumatique, mais ce qui va être problématique, c'est l'enregistrement qu'elle va en faire au niveau de son inconscient. Donc l'inconscient va enregistrer la scène traumatique sur toutes les plaques sensibles de la mémoire, avec les sons, les odeurs, les goûts, les sensations. Et donc, il va falloir aller désensibiliser tout ça. Parfois... pour parler de quelque chose d'un peu moins grave, quoique ça peut être grave aussi, oui. Un accident de voiture. Des gens sont parfois traumatisés par un accident de voiture, ils s'en sont bien sortis, mais ils restent traumatisés. Et parfois, quand je vais vérifier avec eux en hypnose, il y a évidemment le choc, il y a évidemment toute une série de choses, mais il y a aussi le son, dont on ne parle pas souvent, et il faut aussi l'aborder. Donc ce qui revient tout le temps, en fait, c'est le bruit du choc. Et donc on doit aussi aller désensibiliser ça en transformant le son en tout à fait autre chose. Parfois je leur dis, tiens, et à la place, si on pouvait écouter le dernier disque de Johnny, par exemple. Ah, oui, il faut aimer Johnny, bien, sinon c'est pire, je veux rien dire. T'imagines? Non, rendez-moi mon traumatisme initial, s'il vous plaît. Une musique que vous aimez bien, ou pas du tout de son, ou couper le volume, il y a 36 000 choses qui font qu'on peut transformer ça. Mais justement, parce que les gens qui entendent ça, qui n'ont jamais eu l'occasion de pouvoir faire une séance, quand on dit on peut aller couper ça, on peut aller couper une douleur, on peut aller couper une odeur, un son, ça paraît tellement invraisemblable. Oui. C'est quoi exactement? Est-ce que qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai pas tout expliqué. C'est-à-dire que quand je dis qu'on va aller désensibiliser les scènes traumatiques, comment est-ce qu'on fait et qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? Il faut savoir que le cerveau est bête, entre guillemets. Il paraît, oui. Il ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc, par exemple, on fait tous ça très très bien. On fait tous des hypnoses négatives si on se projette dans un scénario catastrophe, si on imagine le pire.
ce ne sont que des pensées. Mais pour votre cerveau, c'est la réalité. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Puisque c'est la réalité, il produit les hormones du stress. Et on commence à avoir mal au ventre, des angoisses, alors qu'il ne se passe rien. C'est tout dans la tête. Il n'y a rien ailleurs. Donc, cette capacité du cerveau à ne pas faire la différence entre le réel et l'imaginaire va être très utile dans le travail qu'on a à faire, puisque une fois que la personne sera en hypnose, non seulement on a accès à son inconscient, mais en plus on va pouvoir transformer les choses, puisque le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. La personne ne va pas oublier ce qu'elle a vécu, elle va le transformer. Et alors ça peut être très drôle, c'est un peu bête, mais on peut vraiment s'amuser. On réduit les agresseurs en nain de jardin ou en schtroumpf, on les ridiculise, on leur met des tutus roses, on peut vider sa colère parce qu'on peut devenir géant, écraser son ennemi. Voilà. Tout ça fait beaucoup de bien au cerveau et transforme complètement les résidus qu'on avait encore de cette chose, de ce drame, de cette chose difficile, de ce traumatisme. Je peux donner un exemple qui est assez parlant. J'ai reçu en thérapie un pompier qui a été un des premiers à descendre dans le métro Malbec après l'attentat. Je l'avais déjà comme patient avant, donc quand il m'a téléphoné, je ne sais pas pourquoi, je n'ai absolument pas pensé à ça. D'ailleurs, il ne me l'a pas dit, donc il est venu. Et puis je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, je fais des cauchemars depuis ce jour-là. Et là, je me dis, il va me raconter tout son truc, il faut que je me protège. Parce que c'est important aussi. Je vais entendre on peut faire un traumatisme rien qu'à écouter. Qu'à écouter aussi, oui. Ce qui se dit. Donc je me suis d'abord dit, il faut que je me protège. Moi, j'ai ma manière de le faire, chacun a la sienne. Mais moi, je me dis simplement, je ne veux pas me faire d'image mentale de ce qu'il va me raconter et je ne m'en fais pas. Je ne sais pas comment ça marche, mais ça fonctionne en tout cas. Ça fonctionne pour moi. Oui. Donc évidemment, il m'a raconté tout ce qu'il a vécu. Et très vite, d'abord, je lui ai dit, je ne veux pas que vous revoyiez ça directement. On va mettre ça sur un écran de télé, bien loin, en tout petit, pour que vous me racontez ce qui se passe. Mais c'est super loin et vous êtes en dehors. Et puis, je lui ai dit, comment est-ce qu'on peut transformer tout ça? Et j'ai fait une proposition qui a marché. Si ça ne marche pas, j'en fais d'autres. Je lui ai dit, est-ce que vous pouvez imaginer que tout se recouvre de verdure, qu'il y a des fleurs, et puis que tout d'un coup, ça s'ouvre au-dessus et qu'on voit le soleil arriver, etc. Et au fur et à mesure que je le disais, il l'a fait mentalement, donc il l'a vu, tout ça. Ça a totalement désactivé ses cauchemars, il n'en a plus fait. Alors ça paraît absurde, hein? Non, c'est pas absurde. La réalité, elle est bien là, il ne l'a pas oublié. Mais quand il y pense, au lieu de penser à l'horreur qu'il a vue, c'est les fleurs, c'est le métro qui est ouvert qu'il aperçoit, quoi. Donc c'est tout à fait une différent. façon d'aborder la suite de sa vie de manière beaucoup plus sereine. De ne plus avoir de cauchemars en tout cas, puisqu'il en avait toutes les nuits. Alors en tant que pompier, il a une belle il a une belle panoplie. capacité aussi à s'anesthésier émotionnellement pour se protéger. Donc ça, c'est clair que... Oui, c'est une obligation. Mais justement, cette capacité à s'anesthésier soi-même, quelque part, est-ce que c'est bon ou pas bon aussi? Je veux dire. C'est-à-dire que c'est oui, tout à fait. C'est une protection qui devient le symptôme après, en général. Voilà. Donc on se protège parce que on n'y pense même pas. Ça se fait tout seul. Voilà. Et puis après, ça devient un symptôme. Ça devient quelque chose qu'on traîne avec soi et dont on n'a pas la maîtrise. C'est-à-dire qu'on n'est plus jamais vraiment bien. On n'est plus jamais vraiment heureux. On n'est plus jamais vraiment malheureux non plus. On est neutre. C'est pas très gai. À certains moments, ces personnes-là peuvent se dire, je ne sais plus si j'aime encore mon mari ou ma femme. Parce qu'il n'y a plus d'émotion. Et donc en hypnose, pour eux, c'est très bien. On va utiliser cette protection pour aller désactiver le trauma, mais on va aussi leur rendre le contrôle de cette protection. Donc ça veut dire qu'ils vont pouvoir jouer avec. Moi, je vais leur proposer de leur dire, c'est bien, vous pouvez vraiment bien la garder pour les choses douloureuses, mais est-ce qu'on peut se souvenir d'un truc qui était vraiment chouette, où vous avez eu de la joie, etc. Et commencer à diminuer un petit peu un peu comme si c'était un bouton de volume, un peu diminuer l'anesthésie pour laisser venir la joie et se rendre compte qu'on peut avoir la joie tout en gardant bien ce bouton de volume, ce contrôle, où on peut faire revenir l'anesthésie quand on en a besoin. Et donc, ils apprennent tout doucement à récupérer la capacité à être heureux aussi et à retrouver une certaine joie de vivre. Un peu comme tu disais tout à l'heure, certaines personnes, effectivement, qui oublient qu'ils n'ont plus d'émotions. Pas spécialement des personnes qui font un métier tel qu'un pompier ou autre. Oui. Mais voilà, justement, quand on a anesthésié ses émotions, donc là, tu peux aussi travailler là-dessus, donc essayer de faire en sorte que ces gens retrouvent quelque chose. Mais si on a anesthésié ses émotions, c'est toujours pour une bonne raison. Donc on va d'abord aller voir oui, bien sûr. Quelle est la raison qui a fait que les émotions étaient anesthésiées et comment, une fois qu'on a désensibilisé la raison, on a moins besoin de cette anesthésie émotionnelle. En tout cas, l'inconscient comprend que ça n'est plus nécessaire d'avoir cette protection tout le temps et on peut la laisser diminuer en tout cas.
Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui viennent chez toi en disant, voilà, j'ai tel traumatisme, et en fait, en grattant un petit peu, c'est pas ce traumatisme-là qui fait qu'elles sont devenues Bien comme sûr. elles sont, mais un autre auquel elles n'ont pas pensé, parce qu'elles étaient axées sur Oui, bien sûr. l'autre. Je prends toujours... La première séance dure toujours 1h30 parce que d'abord, j'explique ce que c'est l'hypnose. Parce que même si les gens viennent me voir, ils savent que je fais l'hypnose, ils ne sont pas tous très rassurés. Non, mais non, c'est vrai que c'est un peu flippant, hein, quelque part. Donc, ils ont besoin d'avoir quand même une explication. Des fois, je leur demande, vous êtes stressés? Alors, ils me disent, non, pas du tout, mais Oui, tout raide. Et puis, quand j'ai bien expliqué, surtout, j'explique une chose essentielle aussi, c'est qu'ils ont le contrôle en hypnose. Je vais en effet les mettre en hypnose, mais à partir de... Enfin, ils vont se mettre en hypnose avec moi à partir d'un bon moment qui est important pour eux, dans lequel ils se sentent bien, qui est leur moment sécure. Mais aussi, je leur dis toujours, c'est un peu comme si on partait en voiture tous les deux. Vous avez le volant, vous avez le frein, vous avez l'accélérateur, vous avez le frein à main. Moi, je suis à côté, j'ai des outils, j'ai une carte, je vais vous proposer une série de choses quand vous serez en hypnose. Mais comme vous avez le volant et tout le reste, vous avez toujours le droit de me dire « Non, je n'ai pas envie de faire ça ». Et donc ça, c'est vraiment essentiel parce que ça crée une bonne alliance thérapeutique, mais aussi ça enlève cette peur qu'on a. Et c'est vrai, ils sont tout à fait capables en hypnose de me dire non, j'ai pas envie. Voilà. Je me souviens d'une dame. Moi, j'ai tendance à aller un peu vite dans mes propositions, et certaines personnes ont besoin que ça soit beaucoup plus lent. Et donc j'avais tellement bien expliqué à cette dame qu'elle pouvait m'envoyer promener, m'envoyer au diable si ce que je lui proposais n'allait pas, que je lui dis, mais est-ce que ça va maintenant, vous? Est-ce qu'on peut passer à autre chose? Et elle me faisait des gestes comme ça. Non, j'ai pas fini. J'ai dit, ok, parfait. Nickel, continuez à faire ce que vous avez à faire. Mais c'est bien, c'est que tes explications au moins étaient bonnes, hein, oui. déjà. Donc voilà, je ne sais plus quelle était la question. Du coup, toi, tu t'en souviens peut-être? J'ai fait une digression. On parlait... Ah oui, un autre problème. Oui, merci Colette. Oui. Heureusement que tu es là, un tissu. Mais nous aussi, mais on plonge... Donc en fait, oui, ça arrive. Donc les personnes me disent, ben voilà, je viens pour tel problème. Mais alors moi, je fais toujours une longue anamnèse. Donc je leur pose plein de questions. Et je leur dis, c'est pas parce que vous venez pour un problème. Enfin, moi, j'ai besoin d'avoir un maximum d'informations sur vous. Parce que pour vous guider au mieux en hypnose, j'ai besoin de savoir beaucoup de choses sur vous. Parce que justement, parfois, une fois qu'on est en hypnose, il y a tout à fait autre chose qui arrive. Et si je ne le sais pas ou si on l'a même pas évoqué, on se débrouille. Hein, j'arrive toujours bien à faire quelque chose, mais c'est mieux si je suis au courant. Donc, je fais un long travail en général. Et déjà, pendant l'anamnèse, parfois, on se rend compte que, tiens, il y a des liens. Eux ne font pas nécessairement les liens, mais je vais me dire, tiens, c'est bizarre, vous avez justement eu le même problème avec votre papa ou votre maman que celui que vous avez avec votre mari. Ça, c'est très classique dans les cas de manipulateurs pervers narcissiques. Donc, ça, c'est clair. Donc, une personne qui est victime d'un manipulateur pervers narcissique maintenant et qui vient parce qu'elle a des problèmes avec son mari maintenant, en général, la source de tout ça, c'est bien avant. Donc, c'est peut-être papa qui était déjà comme ça ou maman qui était déjà rabaissante, violente, etc. Et donc, c'est comme si elle avait été un peu préparée à tomber de nouveau sur quelqu'un. On reproduit les mêmes schémas, c'est ça? Oui, qui se comporte de la même manière. Ouais. Non, pas inévitablement, mais ça arrive. Très souvent, en tout cas. Quand même souvent. Parce que le cerveau, justement, a analysé ça comme étant quelque chose de naturel, de normal. Et donc, en général, je vais aller avec elle traiter la problématique qu'elle a avec la personne maintenant. Mais une fois qu'on aura réglé ça, on va se rendre compte que mais il y a toujours quelque chose parce que ça remonte à plus loin. Et donc, il y a des techniques aussi qui permettent en hypnose à partir d'une émotion ou d'une sensation ou d'une douleur, de remonter le fil du temps et d'aller à l'origine ou aux origines de cette douleur ou cette sensation. Donc, ça veut dire qu'on peut remonter le temps. Oui. On peut tout faire en hypnose. On peut tout faire. Voilà, mais comme on disait tout à l'heure, c'est pas l'hypnose comme on voit à la télé, du tout. Ça n'a rien à voir. Ni au cirque, ni autre, parce que voilà, là, les gens ne participent pas, ils ne peuvent pas donner leur avis. On les met en hypnose. C'est tout à fait autre chose. Voilà. Donc c'est vraiment une captation du cerveau, je vais dire ça comme ça. C'est-à-dire que quand vous voyez Mesmer notamment, c'est quelqu'un qui parle très fort, qui est dans la domination, ce qui n'est absolument pas le cas de l'hypnose que je pratique, bien entendu. Au contraire, on est au même niveau. Ouais. Et il faut aussi savoir qu'il n'y a que 10 ou 20% de la population qui est réceptive à ce type d'hypnose deux fois. Et en général, c'est des gens qui vont là pour ça. Donc, peut-être pour le show, plutôt. Oui, peut-être que dans leur vie, ils n'osent pas trop aller sur scène et que là, tout d'un coup, c'est la bonne excuse pour monter sur scène et faire ce qu'on leur dit de faire.
Voilà, mais si vous allez voir un spectacle de Mesmer et que vous n'avez pas envie d'entrer en hypnose, vous n'entrerez pas en hypnose. Ah, d'accord, c'est pas, voilà, il va pas le faire sans l'accord quand même. Il peut essayer, mais Il franchement, peut essayer, ouais. les personnes qui y vont, qui montent sur scène, il y a une partie de show aussi. Oui, mais aussi. Oui, les personnes qui y vont sont des personnes qui sont d'accord de faire ça. Jamais on ne peut obliger qui que ce soit à faire sauf si. Alors, les malfrats, les agresseurs connaissent très bien l'hypnose. Donc, si tout d'un coup, j'arrive et je tape comme ça, d'un coup, je vais effrayer Claudine, c'est ça ? Colette, pardon, je vais effrayer Colette. Elle va peut-être être tellement saisie que là, je vais pouvoir l'obliger, entre guillemets, à faire quelque chose parce qu'elle est tétanisée, parce qu'elle a eu peur, etc. Mais bon. Sinon, non, hein. Non. Donc voilà, que tout le monde se rassure. Si vous croisez Bérangère, elle ne va pas vous mettre en état d'hypnose à la caisse du supermarché. C'est ça, j'ai une petite anecdote à raconter. Oui, dis-moi. Au début où je faisais ça, mes copains et copines me disaient « Ne me regarde pas dans les yeux, on ne sait jamais. » C'est quand même grave. Je dis « Mais non, je ne peux pas faire ça. » Et donc, assez vite, j'ai dû me faire un cachet, un tampon. Hein, et je suis allée chez un Mister Minute près de chez moi. Et donc, je demande au monsieur, je dis, voilà, je voudrais bien qu'on inscrive ceci, donc à Bérangère Lhomme, hypnose, machin. Et le gars, il a été angoissé, j'ai bien vu. Il ne me regardait plus. Il me dit, bah oui, ça va, je vais vous le faire tout de suite. Je lui dis, mais... N'ayez pas peur, je ne peux rien vous faire, mais c'était trop drôle, quoi. Oui, donc les gens ont ça en tête. Hein. Tu me regardes, donc tu vas m'hypnotiser, quoi. C'est comme, ça, en fait. Comme K dans le livre de la jungle. C'est ça, quoi. Et confiance. Oui. Je ne sais pas justement si Colette et je ne sais plus ton prénom. Comment ? Nancy, si vous avez des questions à poser à Bérangère. Moi, c'était peut-être au niveau du souvenir. Enfin, on parle comme ça d'être un peu dans la lune, parce que ça m'arrive. Oui, tout le monde, hein, ça arrive à tout le monde. Et des fois, oui, on ne sait même pas où on était, puis boum, on revient. Mais c'était plutôt est-ce qu'on se souvient de tout ce qu'on vous a dit, ou de tout ce qu'on a demandé ou refusé? Alors, c'est un peu comme dans les rêves. Hein, c'est-à-dire qu'au moment même, bien sûr, vous savez exactement ce que vous me dites, est-ce que je réponds, est-ce qu'on fait. La plupart des gens s'en souviennent. Parfois, les gens s'en souviennent encore mieux que moi. Enfin, je dirais, moi, je prends note parce que sinon, j'oublie aussi. Mais ils me disent, oui, mais on a fait ça et on a fait ça. Je me dis, waouh, c'est extraordinaire. D'autres personnes, ça va être comme dans les rêves. Vous savez, quand vous vous réveillez le matin, vous vous souvenez très bien du rêve que vous avez fait la nuit. Et puis, au cours de la journée, on ne sait plus très bien ce qu'on a rêvé. Pour certaines personnes, ça peut être comme ça. Ou elles n'ont plus tous les détails de ce qu'on a fait en hypnose. Mais globalement, les gens s'en souviennent quand même. Hein. Oui, ok. Oui. D'accord. Il n'y a pas un petit trou où non, ça non. Je suis partie, je ne suis pas revenue, ou vous m'avez embarqué, je n'ai pas... Il n'y a pas l'abandon... Mets-toi près de ton micro. Il n'y a pas vraiment l'abandon de dire je vous ai donné mon esprit, mon âme, vous en avez fait ce que vous voulez, je suis revenue. On n'est pas du tout là-dedans. Bien sûr que non, on n'est pas du tout là-dedans. C'est pour ça que j'insiste au début pour dire que ces personnes doivent m'envoyer péter si ce que je leur propose ne leur convient pas, qu'elles se sentent tout à fait à l'aise avec ça. Je propose aussi parfois que ces personnes pensent à 2 ou 3 choses qu'elles ne me diront jamais, même en hypnose. C'est important parce que c'est sûr qu'on a tous peur d'être abusés en hypnose, et encore plus les personnes qui l'ont été pour de bon. Donc, je veux dire, il faut absolument pas que ça ressemble à un viol de l'âme ou de l'esprit, comme vous dites. Non, ça doit vraiment... C'est quelque chose où il y a une vraie connexion et où jamais, je ne vais pouvoir demander le numéro de carte de banque, le code... le code Mister Cash de la personne, quoi. Je veux dire, si je pouvais le faire, je serais riche, hein, et je ne serais plus ce boulot-là. Non, mais c'est vrai que parfois, on a peur de rester, comme je le disais, on est tellement bien en hypnose, hein, tu le disais aussi, on est tellement bien, on n'a peut-être pas spécialement envie de revenir dans la réalité. C'est vrai que parfois, c'est un petit peu plus compliqué de revenir, donc moi, je prends du temps pour faire revenir la personne et bien vérifier qu'elle est bien revenue, parce que parfois... Quand la personne revient, elle me dit bah oui, je suis bien là, mais on prend encore un petit peu de temps pour être sûr qu'elle peut reprendre sa voiture, que ça va aller. Mais c'est extrêmement rare que la personne ne revienne pas. Enfin, ça n'arrive jamais qu'elle ne revienne pas ou qu'elle mette un peu plus de temps à revenir. C'est quand même assez rare. En général, elle ressort de là. Et oui, elle va être très fatiguée, surtout si on a fait un travail, si on a sorti la colère en hypnose, par exemple. Ce matin, j'ai proposé à une personne d'aller dire à un de ses parents ce qu'il n'avait jamais osé lui dire, et d'aller lui dire en hypnose, parce que c'est quelque chose qui était lourd et qui continue à rester coincé. Donc elle l'a dit. Parfois je dis vous pouvez le dire tout haut, mais vous pouvez le dire dans votre tête. Moi ça me regarde pas ce qu'elle a à dire. Donc elle l'a dit.
je voyais bien que c'était violent, je voyais bien dans le visage que c'était costaud, que c'était dur. Et comme le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, ben c'est épuisant. Je veux dire, après, la personne est complètement fatiguée. D'accord. Mais c'est sorti. Voilà. On n'a plus ce poids sur Oui. le cœur. Oui. On va faire une petite pause. Comme ça, on va voir un petit peu si vous avez des questions à poser. Et on se retrouve tout de suite après, d'accord ? Soyons zen jusqu'à 20h avec Bérangère Lhomme. Nous parlons d'hypnose conversationnelle. Conversationnelle parce que c'est une hypnose qui se passe en duo. Ce n'est pas que l'hypnothérapeute qui œuvre, mais également le patient qui est là et qui travaille. Vous travaillez de concert, hein, si je peux dire ça comme ça. Tout à fait. Colette un travail d'équipe. Un travail d'équipe. Hein. Colette, justement, posait une question en antenne qui est très intéressante. Tu peux la poser, toi, Colette, hein, si tu veux. Pourquoi est-ce que c'est moi qui dois faire tout le travail d'abord ? Oui, je ne sais pas si ma question était claire, parce que voilà, elle m'embarque dans plein de réflexions et dans plein mais c'était par rapport à la personnalité de la personne qui venait vous trouver. Si elle avait un peu déjà, elle, du mal à dissocier le vrai du faux, de l'imaginaire, comment... Oui, alors voilà. Comment les personnes... Comment rentrer en si je sens que j'ai peut-être affaire à quelqu'un qui est plutôt psychotique, et ça se sent, je vais clairement lui demander, est-ce que vous faites la différence entre le réel et l'imaginaire ? Parce que, en effet, dans ce cas-là, ça pourrait être dangereux dans le sens où, parfois en hypnose, on va trucider son voisin parce que ça fait des années qu'il nous embête et que voilà. Donc c'est vrai qu'il faut bien connaître la différence entre les deux, hein, pouvoir se dire que... Mais sinon, généralement, souvent ce que les gens me demandent, moi, c'est est-ce que tout le monde peut aller en hypnose ? Et oui, globalement, tout le monde peut aller en hypnose. C'est extrêmement rare que je n'y arrive pas. Et ça m'est arrivé 2-3 fois, mais ça fait quand même quelques années que je fais ça. Et comme c'est une thérapie brève, qu'on fait jamais beaucoup de séances, j'ai un turnover de patients assez important. Et ces 3 personnes-là avaient toutes le même profil, c'est-à-dire j'ai appris après que ça s'appelait comme ça, aphantasia. Donc elles sont incapables de s'imaginer ailleurs que là où elles sont exactement. Donc elles ont un problème au niveau de l'imagination. Et ça, c'est vrai que j'ai eu plus de mal. J'y suis pas arrivée. Je pense que c'est moi qui ne suis pas arrivée, c'est pas elle. Je dois travailler là-dessus et trouver le moyen de pouvoir le faire avec elle aussi. Mais même les personnes les plus cartésiennes, il y a des gens qui viennent me dire, vous savez, moi j'y crois pas. Je dis oui, très bien. Sentez bien que vous n'y croyez pas. Et malgré tout, tu arrives à les faire entrer. C'est un état naturel, donc ça n'a rien de... J'ai aussi parfois des gens qui me téléphonent en me disant, vous savez, moi je suis prête à tout, j'ai déjà été voir des marabouts, des voyantes. J'ai rien contre les marabouts ni les voyantes, mais ça n'a quand même rien à voir. Non, c'est pas du tout je veux dire, travail. ça a été mis au point par un médecin. Hein. C'est pas, voilà, ça n'est pas quelque chose de surréaliste. Voilà. C'est quelque chose de vraiment concret, en fait. Hein. Il y a aussi, ça n'a rien à voir évidemment avec l'hypnose conversationnelle, c'est de plus en plus, ça commence à entrer dans les hôpitaux aussi, hein, l'hypnose, justement pour ne plus subir l'anesthésie totale. Oui. Ça aussi, ça fait peur, hein, à certaines personnes, se dire est-ce qu'on va rester... Effectivement, en état d'hypnose assez longtemps que pour ne pas sentir qu'on nous charcute, quelque part. Alors, je pense qu'il y a quand même un petit sédatif avec... ce n'est pas une anesthésie totale, loin de là, mais je pense qu'il y a quand même un petit sédatif. Et puis que l'anesthésiste... est toujours prêt. C'est lui qui fait l'hypnose. Et c'est lui qui est prêt à intervenir si ça ne va pas. On ne fait pas des opérations sous hypnose on n'en fait pas. Enfin, il y a des choses qu'on ne fait pas comme opération sous hypnose. Il y a beaucoup d'opérations qui sont liées à la thyroïde qu'on fait sous hypnose. Après, c'est vraiment ça. C'est la personne qui a un bon moment aussi, quoi. Donc, l'anesthésiste continue à dire, après avoir discuté avec la personne avant et lui avoir déjà fait une hypnose sur ce style-là, voilà, maintenant vous êtes à la plage, vous êtes dans votre endroit sécure, tout va très bien, etc. Et il continue à parler tout le temps pendant l'opération. Je n'ai jamais entendu dire qu'il y avait eu des soucis. Hein, non. Au contraire, les personnes n'ont pas l'anesthésie totale, donc elles récupèrent plus vite. C'est pas du tout l'hypnose que je pratique, mais c'est vrai qu'à Liège, c'est Madame Fémonville qui a pratiqué ça, est une des premières à faire ça. Et donc, c'est assez précurseur ici. Au début, les gens n'y croyaient pas vraiment, mais c'est tout à fait faisable. Ce qu'on fait aussi, ce que moi je fais, ce que j'ai appris à faire, parce que quand j'ai rencontré Gérald Brassine, donc qui est le directeur de l'Institut Milton Erickson de Belgique, il travaillait de concert avec un chirurgien des voix basses, donc
Et donc, il préparait les personnes à l'opération. Et c'est assez intéressant. Donc ça, c'est quelque chose que je peux faire aussi. Donc, on prépare le corps à l'opération. En fait, le corps, avant d'être opéré, il n'a pas du tout envie d'être opéré. Et le chirurgien me racontait, moi, j'ai parfois l'impression de vraiment charcuter. C'est-à-dire que quand je coupe, les peaux sont tendues, complètement compressées. Et du coup, ça cicatrise moins bien. Et du coup, il y a des tas d'autres choses qui vont moins bien. Donc, dans la préparation à l'hypnose, c'est simplement en hypnose, demander à l'inconscient s'il est d'accord. Et on va faire toute une procédure. S'il est d'accord qu'on incise, s'il est d'accord qu'on aille faire ce qu'on a à faire, s'il est d'accord que... Voilà, il y a toute une série de choses qui se mettent en place. Et surtout, on va proposer à l'inconscient de récupérer beaucoup plus vite, de faire en sorte que qu'on élimine plus vite les effets de l'anesthésie, que tout se remette en route plus vite pour qu'on puisse aller aux toilettes rapidement, etc. Plus aussi préparer le fait que la personne sera dans son bon moment dès qu'elle rentrera dans la salle d'opération, par exemple. Même si on l'endort, elle va avoir cette sensation de calme. Et le chirurgien me disait que quand les personnes étaient passées par Gérald avant l'opération, quand il coupait, c'était comme dans du beurre. Il y avait une espèce de relâchement, d'acceptation. Et que les personnes récupéraient beaucoup plus vite, cicatrisaient plus vite, allaient mieux plus vite. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut se faire indépendamment de l'opération en elle-même. Mmh. Donc ça veut dire qu'en hypnose, on peut parler non seulement au cerveau, mais également au corps, oui. Aux tissus, enfin aux organes, oui. À tout. On parle souvent aux organes. Oui. Donc ça veut dire que... on peut aller réparer. On n'est pas les seuls. Enfin, on pense toujours que c'est notre cerveau qui nous permet de guérir quelque chose. Mais non, il faut que le corps le veuille aussi, alors. Oui, c'est un travail entre les deux. Enfin, c'est assez... je vais donner un exemple parce que c'est une histoire un peu amusante. Donc, j'ai une dame qui vient me voir pour tout à fait autre chose et j'ai oublié ce que c'est. Donc, elle est à sa 2e séance. On fait la séance et puis au moment de sortir, mais vraiment au moment de sortir, elle me dit « Dites, j'ai des pierres au rein. Vous pensez qu'on peut faire quelque chose avec ça ?» Je lui dis pourquoi pas essayer, quoi. Je précise tout de suite, et c'est important, je ne vais jamais aller dire que l'hypnose guérit des cancers, soyons clairs. Il faut rester à sa place. Hein. Mais là, elle me dit, j'ai des pierres au rein, il va falloir me les enlever. Ce n'est pas un état où elle est couchée par terre et qu'elle ne peut plus bouger, hein, mais on sait qu'il y a des pierres. Et je lui dis, je ne sais pas. Et donc, elle est debout, là, près de la porte, et je lui dis, entrez un peu en hypnose, là, allez un peu voir à quoi ça ressemble, là, dans votre rein. Elle me dit, oui, je vois, c'est comme des petits amalgames de crasse, là. Je dis, OK, qu'est-ce que vous pourriez faire avec ça ? Et elle me dit, je vais les émietter. Et je la laisse juste quelques secondes faire ça, dans sa tête, hein. Émietter ces pierres au rein. Et puis, je lui dis, écoutez, vous savez quoi, faites ça un petit peu tous les jours, hein. Vous vous mettez en auto-hypnose et un petit peu tous les soirs, vous allez faire ça. Quand elle revient la fois suivante, moi j'ai un peu oublié cette histoire de pierre au rein et je lui demande comment ça va pour le reste. Elle me dit oui, ça va, il y a des choses qui vont mieux, d'autres ça n'a pas encore trop bougé. Elle me dit mais par contre, il faut que je vous dise quelque chose. Je suis allée chez ma néphrologue et il n'y a plus de pierre. Et alors la néphrologue lui a dit mais enfin madame, ça n'a pas pu passer par les voies naturelles, vous l'aurez senti. Et alors elle me dit je ne lui ai pas raconté. J'ai dit c'est bien dommage que vous ne l'avez pas dit comment on est arrivé à faire ça. C'est vrai. Donc voilà, depuis cette expérience-là, je propose souvent aux personnes, quand il y a un souci de santé de cet ordre-là, on essaye. Pourquoi pas ? Oui, de toute façon. Hein, ça passe ou ça casse, comme on dit. Et quand tu dis tu aurais aimé qu'elle le dise au médecin, ça veut dire qu'au niveau médical, ils sont encore, malgré tout, certains réticents à la manière dont fonctionne un hypnothérapeute. Oui, je pense qu'ils connaissent pas encore. Je pense qu'ils connaissent pas très bien. Ils n'ont pas toujours une très bonne vision. Il y en a, oui. Hein, je veux dire, j'ai des médecins qui m'envoient des patients et voilà. Le chirurgien avec qui Gérald a travaillé envoie aussi des patients à toutes les personnes qui ont été formées à l'Institut parce qu'il sait que ça fonctionne bien. Mais c'est vrai qu'il y a encore certaines personnes qui sont un peu méfiantes par rapport à ça, on va dire, qui n'y croient pas. Certains psychiatres aussi ont beaucoup de mal avec l'hypnose. Oui, parce que malgré tout, je serais tentée de dire que le problème se résout un petit peu plus rapidement sous hypnothérapie. Peut-être il y a de ça aussi. Enfin, c'est différent, quoi, on va c'est dire. Différent, hein, voilà. C'est sûr que... faut jamais de toute façon laisser la médecine traditionnelle, non, jamais. On va dire que c'est un complément, quoi, oui. L'hypnothérapie, tout ça. Mais donc, quand tout ce qui est psychosomatique est en effet beaucoup plus vite soigné par l'hypnose que par le reste. Ce même chirurgien qui opère donc régulièrement, aussi bien au niveau anal que les intestins, etc., dit aussi, parfois, il coupe, c'est horrible, il coupe un bout d'intestin et puis ça revient, quoi.
Et donc, en général, lui, à ce moment-là, comme il est sensibilisé à ça, il dit, écoutez, allez faire quelques séances d'hypnose parce que je pense qu'il y a quelque chose d'autre derrière tout ça et que si on ne va pas soigner ce qu'il y a à soigner, on continue à avoir... couper, le corps et avoir continue quelque chose. à exprimer quelque chose. D'accord. Pourquoi avoir choisi l'hypnose conversationnelle, toi, Bérangère ? En fait, je ne l'ai pas choisi, c'est elle qui est venue à moi. Bah oui, juste, puisque c'était cette rencontre. Mais je veux dire, tu n'as pas eu envie d'aller voir au-delà et d'aller voir les autres formes d'hypnose après ? Il y a déjà assez de travail comme ceci, tu vas me dire. Oui, j'ai déjà assez de travail comme ça, mais c'est pas tellement ça. Moi, elle me convient vraiment bien. Quand je vois des collègues qui font une hypnose plus classique, c'est pas mon truc. Ça manque de créativité. J'ai vraiment besoin de quelque chose où on est en création et où on est en co-création, où je suis vraiment avec la personne, où on travaille à deux. Lire un protocole, ça existe, il y a des protocoles pour tout. Lire un protocole hypnotique en me disant, voilà, cette personne, je résume, a mal à la tête, j'ai le protocole mal à la tête et je vais le lire. Et elle ne va rien dire. Moi, ça me convient pas. C'est pas mon truc. J'ai besoin d'être en relation avec la personne. Je trouve que c'est plus riche. Mm-hmm. Voilà, on va dire que Colette rentre dans ton cabinet. Oui. Bonjour Colette. Elle vient, te dit, voilà, j'ai rien qui va, mais je ne sais pas d'où ça vient. Mm-hmm. Donc tu vas commencer. Vous allez peut-être trouver un problème. Je vais d'abord lui poser plein de questions sur son enfance, sur l'école. Est-ce qu'elle a été harcelée ou pas à l'école ? Sur son boulot, sur sa vie sociale, sur sa vie familiale, sur sa vie de couple. Je vais essayer vraiment d'aller voir le plus largement possible quelle est son histoire. À partir de là, je pense que moi, je vais déjà avoir des idées de tiens, ça marche pas très bien, ça va pas très bien marché à ce moment-là, où il y a eu tel et tel problème, où il y a eu tel et tel deuil. Les deuils inachevés sont ça, c'est très, très émouvant à faire en hypnose, mais c'est très efficace. Donc, en général, on va retrouver la personne décédée pour aller lui dire ce qu'on n'a pas pu lui dire ou faire ce qu'on n'a pas pu faire. Et donc, voilà, ça, c'est souvent... mais bon, c'est ce qui, moi, me pose le plus de problèmes en tant que thérapeute, où je dois vraiment me barricader pour ne pas pleurer avec la personne et rester à distance. Donc, je vais aller voir tout ça. Et puis, on va aller choisir un bon moment. Et puis, on va s'entraîner à ces phénomènes hypnotiques. Et puis, à un moment donné, je vais peut-être lui dire, si on ne sait pas pourquoi ça ne va pas bien, je vais peut-être lui dire, tiens, il y a un écran là, dans l'endroit où vous vous trouvez. Est-ce que vous voyez quelque chose sur cet écran ? Et parfois, l'inconscient amène le problème, ou amène une scène, ou amène quelque chose. Si elle a des symptômes physiques, donc si elle me dit, je ne sais pas pourquoi je ne vais pas bien, mais j'ai des angoisses. On peut aussi entrer, la porte d'entrée, ça va être les angoisses. Je vais lui dire, centrez-vous sur les angoisses. Elles sont où dans le corps ? Est-ce que vous pouvez les augmenter, les diminuer ? Et ça va être la porte d'entrée qui est... le symptôme va être la porte d'entrée pour aller peut-être faire venir... Tout d'un coup, il y a peut-être une image qui va revenir, un souvenir. Et donc, on va pouvoir travailler avec ça aussi. Mmh. Donc voilà, la séance se termine. Donc, on a découvert, entre guillemets, le problème. Donc, tu as peut-être déjà été mettre quelque chose sur ce problème. Mais la personne, Colette, va rentrer chez elle. Elle aura découvert quelque chose auquel elle ne s'attendait pas du tout, elle ne pensait pas devoir affronter. Oui. Donc ça veut dire que chez elle, pendant quelques jours, je ne sais pas, tu espaces tes séances de combien ? Alors, les 2 premières séances, je préfère qu'elles se fassent en 15 jours. C'est-à-dire que, voilà. Après, on peut espacer. Mais c'est vrai que les 2 premières, je préfère qu'elles soient un peu rapprochées. Donc ça veut dire que pendant 15 jours, Colette va se vivre avec ce qu'elle a revécu. Si elle continue à vivre avec ce qu'elle a revécu, c'est que j'ai mal fait mon boulot. Donc c'est ça que je voulais que tu viennes, tu dis donc, parce que non, parce que forcément j'ai colmaté quoi. Si quelque chose revient en hypnose de pénible, on va le faire, on va le travailler tout de suite, on va le désensibiliser tout de suite. Parfois je dépasse mon temps. Je veux dire, parfois je suis obligée de sortir et de dire à la personne qui attend, je suis désolée. Quand ce sera votre tour et si ça vous arrive, je prendrai le temps qu'il faut aussi, mais je ne peux pas laisser partir cette personne dans l'état où elle est maintenant. Donc on va vraiment... Mais ça peut aller très vite. Une désensibilisation d'une scène épouvantable, ça peut se faire vraiment... En une fraction de seconde. Enfin, une fois que, comme j'ai expliqué tout à l'heure pour le pompier, une fois que l'image est transformée, elle se transforme d'un coup. Donc c'est transformé et c'est OK, quoi. Donc je vais pas la laisser partir tant que je n'ai pas nettoyé avec elle ce qui doit être nettoyé. Mais parfois... mais elle va quand même y penser pendant 15 jours. Oui, mais normalement, elle doit penser à ce qui est positif qu'on a fait. Mm-hmm. Par contre, ce qui peut arriver en déant les 15 jours, c'est qu'il y a une levée d'amnésie sur d'autres choses. Donc d'un coup, elle avait complètement oublié, mais il
n'y a pas eu que ce ce problème-là, il y en a eu un autre aussi. Ça peut revenir. À ce moment-là, il est bien évident qu'elle peut me rappeler, elle doit me rappeler et qu'on fixe une séance plus rapidement. D'accord. Et on ne vous a jamais un peu aussi, parce qu'on parle de peur de ce contrôle, vous prenez le contrôle, d'un lavage de cerveau. Pardon ? Peut-être de vous accuser de laver. J'ai souvent entendu ça. J'ai des jeunes qui me disaient oui, non, parce que ça, c'est un lavage de cerveau. Okay, on te prend ton idée, on te la lave, on met une autre. Vous répondez quoi Mais que je ne fais pas de lavage de cerveau, bien entendu, que la personne est toujours tout à fait libre. C'est pas un lavage de cerveau, c'est une désensibilisation de quelque chose qui lui colle au basque depuis des années et qui la rend malheureuse. Donc on va transformer ça. Mais si je prends un exemple, c'est de nouveau une histoire de deuil, mais c'est une jeune fille qui n'arrivait pas à se remettre du décès de sa grand-mère, qui voyait la porte des soins intensifs et en flash, etc., qui était tout le temps là-dedans. Donc on a changé la porte en hypnose, elle a mis un rideau de perles, puis elle est allée dans les soins intensifs. J'aurais pu proposer ce que je propose plus maintenant, mais ça, c'était il y a un petit temps. Elle a enlevé les appareils, elle a mis une autre décoration, elle a recoiffé sa grand-mère, elle a complètement adouci ce souvenir-là. J'aurais pu proposer d'abattre le mur du fond, ce que je fais parfois. Et tout d'un coup, on abat le mur du fond, c'est beaucoup plus chouette parce que là, derrière, il y a le jardin où la grand-mère aimait bien aller, et donc on est dans quelque chose de plus positif. Ça change l'image, mais son conscient sait toujours très bien que c'est pas comme ça que ça s'est passé. Simplement, elle n'y pense plus de la même manière. C'est un changement de décor qui permet de le vivre autrement. C'est ça. Okay. Un changement de décor, un changement de sentiment, un changement d'odeur, parfois un changement d'émotion qui permet de le vivre autrement. Donc voilà, après 15 jours, elle revient chez toi. Donc effectivement, il y a peut-être d'autres souvenirs qui ont refait surface. Parce que tu disais, ce sont des thérapies courtes oui, chez toi. C'est une thérapie brève. Thérapie brève. C'est-à-dire 5-6 séances. 5-6 séances. C'est vrai que c'est pas énorme, finalement. Et mais, ceci dit, on peut toujours revenir après, parce que je pense que malgré tout, notre cerveau a emmagasiné tellement de choses sur une vie. Oui, on peut revenir après, mais il y a des gens que je ne revois jamais plus. Et par contre... leur vie a vraiment changé. Le mal-être ne revient pas, lui. Une fois qu'on a désensibilisé ça, c'est fait. C'est fait à vie. Pas, quoi. Oui, c'est fait à vie, comme on dit. D'accord. Alors, parfois, les gens reviennent pour tout à fait autre chose, parce que tout d'un coup, il leur est arrivé un autre truc et qu'ils reviennent pour cette chose-là. Quoi. Et c'est aussi, je ne sais pas si c'est... Non, c'est pas dans l'hypnose conversationnelle, quoique, si, finalement, quelqu'un qui, je sais pas moi, qui a peur quand elle est en voiture, elle va peut-être aller se frotter le bras parce que ça va lui donner un bon souvenir qu'on aurait été mettre sur cette peur. Ça aussi, tu le fais aussi. Oui, je fais aussi. C'est ce qu'on appelle les ancrages. Donc oui, c'est parfois ce que je fais pour les étudiants qui sont stressés pour leurs examens, pour ce genre de choses. Oui, on peut proposer, par exemple, que la sensation de... Imaginons, c'est quelqu'un qui a peur de parler en public, par exemple. Donc on va essayer de modifier les choses autour, lui permettre d'être géant, donc c'est déjà moins stressant, de trouver une sensation qui lui convient, où il se sent à l'aise, et où il peut parler en public en face d'un parterre de Playmobil, c'est nettement moins stressant que c'est vrai. qu'en vrai. Et donc, je vais lui proposer, mais pas que ça, mais je vais lui proposer en effet que si, par exemple, il ferme le poing gauche, il va récupérer cette sensation-là quand il sera en public, en face des gens qui ne seront pas des Playmobil, mais il aura l'impression que c'est des Playmobil parce qu'on aura travaillé ça de cette manière-là. Quoi. D'accord, parce que parfois les gens ont besoin d'un geste. Oui, mais le geste tout seul est toujours un peu dangereux. C'est-à-dire que si jamais ça ne fonctionne pas, là ça va être panique, encore plus panique. Donc c'est vrai que je couple ça à d'autres techniques pour ne pas qu'il y ait que le geste. Oui, donc tu arrives à faire quand même un ensemble de choses pour que la personne soit vraiment au top finalement. Oui. Alors, qu'est-ce que tu aurais, parce qu'en fait, il est déjà 55, ça passe très vite. Qu'est-ce que tu aurais envie d'ajouter par rapport à ton métier d'hypnothérapeute conversationnel? Je ne sais pas si ça se dit comme ça, hypnothérapeute conversationnel. Oui, hypnothérapeute, on va dire hypnothérapeute. Ça comme ça. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Parce que, ceci dit, il faudra peut-être que tu reviennes pour prolonger et expliquer d'autres choses, parce que ça passe trop vite finalement, 1 heure. On va essayer de revoir ça à 2 heures l'année prochaine, on verra bien. Par rapport à ce que moi je ressens de ce métier-là ou par rapport et puis est-ce que tu aurais envie de dire aux gens qui ont encore peur aussi? Mais toi, d'abord, ton ressenti par rapport à ce que tu fais. Mon ressenti, c'est... Je ne me rendais pas compte, puisque c'est pas mon premier métier, je ne me rendais pas compte que c'était à ce point épuisant de faire ce boulot-là. C'est épuisant parce que ça demande une concentration... complète et totale, et au départ je ne suis pas quelqu'un de concentré, donc là je suis un peu, j'y vais beaucoup dans la lune moi, donc je suis un peu obligée d'être focus,
Parce qu'une fois que la personne est en hypnose, tout peut arriver. Donc il faut que je sois vigilante à tout le temps. Il faut que je l'observe des pieds à la tête. Parfois, il y a un changement de couleur, il y a une palpitation. Enfin, j'observe tout et dès que je vois que ça va pas, je dis qu'est-ce qui se passe? Ça va pas. Si ça va pas, on s'en va d'où on est et on retourne dans le bon moment. On reste pas dans des choses douloureuses, c'est pas le but, quoi. Oui, parce que tu soignes les gros traumas, hein, c'est oui, dit. pas que ça, non, mais beaucoup en tout cas. J'ai aussi des enfants, ça c'est très chouette les enfants, mais on en parlera une autre fois peut-être. Oui. Et donc, par contre, pour les gens qui ont peur, je leur dirais simplement, enfin, je pense qu'ils l'ont compris par rapport à ce que j'ai dit tout au long de cette heure, c'est que je vais leur faire comprendre en hypnose qu'ils ont le contrôle. À tout le temps, à tout moment, je vais leur dire, tiens, vous pouvez faire exactement l'inverse de ce que je vous propose, par exemple, juste pour bien sentir que c'est eux qui dirigent et c'est pas moi. Moi, je suis juste un guide, je suis pas là pour imposer quoi que ce soit. Milton Erickson avait, on va peut-être terminer par ça, une belle histoire qu'il raconte pour expliquer ce qu'est l'hypnose. Il vivait aux États-Unis, je ne sais plus très bien dans quelle partie des États-Unis, mais en tout cas dans un endroit où les fermes étaient très espacées les unes des autres. Et un jour, dans la ferme de ses parents, arrive un cheval, on ne sait pas d'où il vient. Et il se dit, il n'y avait pas encore Internet, les GSM et tout ça. Donc, il se dit, je vais monter sur le cheval, parce que lui sait où est sa maison. Et son rôle, ça sera juste d'empêcher le cheval d'aller trop brouter d'un côté ou d'aller se fourvoyer un peu sur une autre route. Donc, de le maintenir sur la route, mais tout en lui faisant confiance, parce que lui, il sait où est sa maison. C'est vraiment ça, le travail hypnotique. C'est-à-dire que la personne sait, l'inconscient de la personne sait où est la solution. Mais c'est pas facile à atteindre. Et moi, je vais juste être la personne qui va guider pour permettre d'aller à la solution. La solution, elle est en elle et elle le sait quelque part. Oui, c'est vrai que c'est une belle métaphore finalement. Je pense que ça répond bien à pas mal de questions qu'on aurait pu se poser effectivement sur l'hypnose. Je ne sais pas si vous avez encore une question ou l'autre, les filles, à me poser. Non. Bien. Merci. Avec plaisir. Voilà, c'est vrai que c'est court, hein, finalement, une heure. C'est quand je ne me rendais pas compte que ça passerait si vite. Mais non, moi non plus. Mais voilà, donc c'est pas grave, hein, parce que et c'est marrant parce que je dis ça à tous mes invités qui sont venus dans cette émission, en tout cas cette saison. Vous reviendrez, parce que je pense qu'on va peut-être essayer d'augmenter le temps, de passer de 18 à 20 plutôt que 19 à 20, parce que je pense qu'il y a encore 1000 choses à expliquer. Il y a encore pas mal de choses, notamment avec les enfants. Je tiens quand même à le dire que les enfants, ils sont en hypnose tout le temps, donc c'est très facile de faire de l'hypnose avec eux. Quand un enfant joue, il est dans son imaginaire, donc il est dans cet état hypnotique. Si un enfant vous dit qu'il imagine qu'il y a un petit chat là par terre, et si vous passez à l'endroit où lui voit son petit chat, il va vous dire, tu marches sur mon chat. Donc avec eux, c'est pas du tout une hypnose où on s'assied, où on ferme les yeux et où on va dans un bon moment. Il suffit de jouer. C'était vraiment de l'imaginaire. D'accord, oui, parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais il y a des enfants effectivement qui ont des grands traumas, ou qui font des cauchemars, ou qui font des cauchemars, des peurs. Tout à fait. Donc voilà, on refera une émission alors sur ça et puis sur bien d'autres choses encore, parce que je sais aussi, ça c'est ton petit jardin à toi où tu fais de la sculpture et j'imagine que c'est aussi quand tu es dans un état de relaxation intense. Oui, d'ailleurs je fais des ateliers de terre et hypnose, quoi. Donc on travaille la terre en hypnose. Il faut aller se ressourcer quand on est thérapeute, hein, donc il faut aller trouver les endroits où on va récupérer de l'énergie et du bien-être, et donc la sculpture, la musique. Voilà, c'est mes endroits. Et aller me promener ça fait du bien. Dans la nature, c'est les endroits qui me ressourcent. Ah, tout à fait. Rien que voir les arbres aussi. Et s'adosser à un arbre, ça ressource bien. Et puis, donc, ça, c'est bien la thérapie. Donc, l'hypnose travailler la terre en hypnose. Il doit y avoir des pépites qui sortent. C'est très joli, oui. Donc, l'idée, je le construis de manière différente en fonction du type d'atelier, mais c'est vraiment on n'est pas du tout on va réaliser quelque chose de beau, on va sculpter les émotions en hypnose. Oui. Donc, on va laisser parler les mains sans regarder ce qu'on fait nécessairement. Je demande que ce soit les yeux fermés en général, parce que certaines personnes n'aiment pas, et donc elles peuvent garder les yeux ouverts, mais c'est encore mieux quand on a les yeux fermés, puisqu'on travaille vraiment avec son cœur, avec son instinct, quelque part. Voilà, donc quand il y a des ateliers, etc., on peut retrouver ça sur ta page Facebook. Donc c'est Bérangère Lhomme, hypnose conversationnelle. Oui. Donc voilà, il y a tout, il y a toutes tes informations. De toute façon. J'ai un blog aussi, donc c'est aussi sur le blog. Tout ça, voilà, donc. On peut voir aussi des témoignages. Oui. Et comme ça, si vous avez encore quelques petites questions qui vous turlupinent concernant l'hypnose, vous pouvez aller les poser à Bérangère ou trouver une réponse justement dans ce compte rendu que font les patients qui sont passés chez
toi. Oui. Et puis donc, c'est souvent que tu fais cet atelier d'hypnothère Alors, je ne l'ai plus fait depuis... Je vais recommencer. L'année qui vient, je vais recommencer. Je le fais un tous les 2 mois, quoi, à peu près. C'est un dimanche, en général. Super. Parce que c'est vraiment, je trouve que c'est un beau truc intéressant. Parce que soi-même, après, on découvre ce qu'on a fait. Et donc, on découvre une partie de soi. Tout à fait. Aussi. Voilà. Donc, sur Facebook, donc, tu as un site internet aussi. Donc c'est Bérangère Lhomme. Ouais, il suffit de mettre Bérangère Lhomme hypnose et on y arrive. On y arrive, voilà. Et on a toutes les données. Merci beaucoup en tout cas Bérangère d'être venue. Merci à toi, Christiane, c'était un vrai plaisir. Ça t'a fait plaisir de retrouver le micro après toutes ces années? Du coup, je me demande si je ne vais pas de nouveau changer de boulot. Donc, non, ne change pas de boulot, mais fais quelque chose. Quoi. En plus, par exemple, pour te détendre. Thérapie micro. Oui, thérapie micro. Mais tu peux faire une chaîne aussi, une chaîne sur Facebook pour expliquer un petit peu tout ça. Ce serait pas mal. Mais en tout cas, avant de la créer, cette chaîne, reviens nous voir. L'année prochaine, d'accord? Okay. Merci et passe de merveilleuses fêtes de fin d'année. Et puis j'aurai le plaisir, parce que tu m'en as parlé tout à l'heure, j'espère, on croise les doigts, il ne le sait pas encore, mais recevoir ton fils aussi l'année prochaine, mais dans l'autre émission alors. Dans une autre émission. Dans le live. Voilà. À tout bientôt. Merci Colette. Merci à Nancy, voilà, je vais y arriver. Merci beaucoup d'avoir participé. Bon, Nancy n'a pas beaucoup parlé, mais je pense que Rantaine, elle a dit des choses à Bérangère qui, voilà, ça t'a parlé quand même pas mal, je pense, cette émission. Donc, à la prochaine aussi dans cette émission, Colette, tu viens quand tu veux. Avec plaisir. Et à tout le monde, parce que moi aussi, je m'en vais, je ne viens pas demain, il n'y a pas de live. Passez tous de merveilleuses fêtes de fin d'année. On se retrouve en janvier pour de nouvelles aventures. Soyons zen et dans le live. À très bientôt.